Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à Décideur Politique, la nouvelle émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous sommes très heureux avec Caroline Vigoureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Vincent Placé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur de l'Essonne, vous présidez le groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Avec vous, nous allons bien sûr faire le point sur cette rentrée bousculée par la crise syrienne. Nous verrons aussi les dossiers du moment, la réforme des retraites, le projet de loi de finances, la fiscalité écolo. Nos internautes ont aussi posé beaucoup de questions, avec Caroline qui a scruté le net et les réseaux sociaux vous soumettra leurs interpellations. Alors tout de suite, Jean-Vincent Placé, commençons par la Syrie. Vous avez pris position en faveur d'une intervention. C'est assez surprenant de la part d'un parti de tradition pacifiste. Mais je suis pacifiste, je suis non-violent et puis je suis extrêmement attaché à aller jusqu'au bout de la résolution des conflits par la voie de la négociation et par la voie de la diplomatie. Sauf que cela fait 2 ans que nous en sommes dans la situation dans laquelle qu'on voit en Syrie, avec le 21 août qui est passé par là et une exaction incroyable qui a été qualifiée de crime contre l'humanité par le secrétaire général de l'ONU, qui est un homme précis dans ses propos. Un crime contre l'humanité, ce n'est pas rien, une attaque chimique. Il y a une dimension encore supplémentaire par rapport malheureusement à ces 100 000 morts qui ont eu lieu et puis aussi aux 2 millions de réfugiés qui sont aujourd'hui répandus dans tous les pays limitrophes. Et il y a trois types d'armements qui vont au-delà encore de la guerre conventionnelle. C'est l'attaque chimique, c'est l'attaque bactériologique, c'est l'attaque nucléaire. Là, on a franchi un degré avec 1500 morts. Les faits sont indiscutables et indiscutés en réalité, à part peut-être par les pro-syriens, mais et encore, même les Russes d'ailleurs commencent à le reconnaître. Est-ce que c'est présence de des 2 ministres écolos au sein du gouvernement, dont Cécile Duflot, qui pèse un peu sur votre alignement au président de la République? Vous ne m'en voudrez pas de trouver ça assez... J'hésite entre ridicule et méprisable, donc peut-être trouverai-je un terme plus proportionné, comme on dit. Mais pour des sujets aussi graves, il n'y a pas de politique politicienne. On ne va quand même pas me faire à moi le procès d'être un soutien permanent, assidu du gouvernement. Mais si on va plus loin, est-ce que l'isolement de la France, tel qu'on le voit ces heures dernières au G20, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je ne suis pas un 20 en guerre et je ne reprendrai pas à mon compte l'expression bien connue d'Émile Ollivier, qui a été l'un des dernier Premier ministre de Napoléon III, qui disait « je pars à la guerre le cœur léger ». Non, on ne part pas à la guerre le cœur léger. Il y a le problème de l'ONU, c'est vrai qu'il y a un problème d'ailleurs de réforme de l'ONU, il y a un problème du Conseil de sécurité, il y a un problème du droit de veto probablement exercé par les Russes si on allait jusqu'au bout de la démarche, il y a un problème effectivement sur le plan... politique par rapport à ce qu'est l'opposition syrienne, ce qui complique l'alternative avec les groupes djihadistes. On voit la difficulté aussi par rapport à l'embrasement que ça pourrait prendre avec l'Iran, avec la Russie derrière, les difficultés évidentes. Mais je vais vous dire, malgré cette réflexion sur l'ensemble des difficultés, y compris d'ailleurs ce que pourrait être la conséquence d'une frappe, parce que tout le monde est très lucide sur ce sujet, quand on pèse le tout, et ce que je vous ai dit initialement, c'est-à-dire le crime atroce et les difficultés, il y a un moment, je ne dis même pas d'ailleurs, on ne peut pas ne rien faire, parce que ça ne veut pas dire grand-chose cette phrase-là. Moi je dis juste une chose, c'est qu'il faut faire, et il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut supprimer les armes chimiques, et il faut réduire le poids militaire des Syriens. Une dernière question sur le sujet, Caroline. Vous avez plaidé à plusieurs reprises pour un vote du Parlement. Oui. Est-ce que vous comprenez que François Hollande s'y refuse et pourquoi, selon vous, c'est une nécessité absolue? Le débat il est assez clair aussi, c'est que le président de la République, c'est assez logique, est attaché à ses prérogatives présidentielles et constitutionnelles, et personne ne lui oblige, la Constitution française, à interroger, à débattre devant le Parlement. Après, là, c'est la situation politique. Je viens de dire toutes les difficultés liées à cette intervention, les risques. Moi, je suis en plus favorable, d'une part, pour qu'on vote, et d'autre part, j'ai l'intention de voter oui. Donc, vous voyez, ce n'est pas un argument comme celui de la droite. Et je le dis là vraiment très sérieusement, je trouve notamment la droite héritière du gaullisme lamentable et minable.
dans ce débat. D'accord. Qu'ils se soient ralliés, si j'ose dire, et je le dis avec ironie, au fait que nous, les écologistes, nous étions intéressés depuis longtemps au droit international, à l'ONU et au débat parlementaire, mais que eux, qui nous ont donné tant de leçons sur la Ve République, la prééminence du fait présidentiel, le chef des armées, ils fassent la politique politicienne, reprenons l'exact argument contraire de tout ce qu'ils disent depuis 50 ans pour essayer de coincer le président de la République dans une affaire comme ça, c'est lamentable. Et je me permets de dire une chose, c'est aussi pour ça qu'il faut voter au-delà des arguments utilisés précédemment, c'est qu'on voit que le peuple français, par les sondages, est rétif, et je pense que c'est extrêmement important d'avoir le débat pour légitimer l'intervention et aussi pour convaincre les Françaises et les Français qu'on ne peut pas être dans un isolationnisme tel qu'à la fin ça confine à l'immobilisme. On avance, Jean-Vincent Placé. La rentrée politique passera mardi par un premier test pour le gouvernement, un test dans la rue, puisque plusieurs syndicats, partis de gauche et même des organisations de jeunes appellent à manifester contre la réforme des retraites. Alors est-ce que vous comprenez leur colère? Et puis finalement, on vous voyait souvent dans les manifs dans la rue, aux côtés de toutes ces organisations. Non. Vous n'y serez pas, si j'ai bien compris. Est-ce que vous comprenez leur colère ou leur... Non, mais déjà, moi, je ne suis pas un manifestant permanent et quelque part, je pense que le rôle des responsables politiques n'est pas en soi de manifester. Ce n'est pas choquant de manifester, bien sûr, et je comprendrais effectivement les élus qui pourraient aller soutenir cette manifestation de septembre. Et les organisations jeunes. Mais je veux dire, c'est quoi le mot d'ordre? Voilà. Et moi, sur la réforme des retraites, je suis extrêmement clair. Je suis tout à la fois sensible à l'équilibre général qui a été trouvé par le gouvernement, c'est-à-dire la mise en avant des questions de pénibilité, ce qui n'était pas évident, qui va avoir un coût, qui est un nouveau droit, l'attention prêtée aux femmes, justement aux jeunes, aux apprentis, aux étudiants, il faut aller davantage. Je ne reviendrai pas sur des mesures très techniques sur la pénibilité, mais on pourrait aller au-delà par rapport aux 5 premières années et au nombre de trimestres que cela fait gagner. Sur le financement, il faut bien financer. Ces 7 milliards-là, il faut les trouver. Et la solution retenue sur les cotisations me paraît être la plus pertinente, même si on aurait pu aller sur différents thèmes, peut-être la taxe sur les dividendes ou trouver une fiscalité du patrimoine. D'ailleurs, là, on a la difficulté par rapport au fait qu'on n'ait pas fait la fusion IRPP-CSG, qui aurait pu justement faire intervenir la CSG sans le problème de l'absence de progressivité. Mais je voudrais quand même dire que nous avons un gros point d'achoppement, voire de conflit, c'est la question de l'allongement de la durée de cotisation, certes après 2020, mais ça c'est philosophiquement quelque chose déjà de pas du tout écolo, parce que nous sommes attachés au partage du temps de travail, mais aussi c'est la question pour le coup historique, même sociale, du message de la gauche. Ce serait la première fois, j'ai dit au Premier ministre hier que j'ai rencontré pour discuter d'ailleurs des mêmes thèmes à peu près que ce qu'on dit là, c'est la première fois de l'histoire de notre pays. Une conquête sociale? Non, que nous participons, alors déjà on ne revient pas beaucoup sur ce qu'a fait Fillon, mais que nous participerions à l'allongement de la durée de cotisation, c'est-à-dire ce mouvement historique vers la réduction du temps de travail, tout à la fois hebdomadaire, annuel et dans le temps, et bien là c'est quand même un gros sujet lourd et idéologique. Alors c'est plutôt vu finement parce que c'est après 2020 et puis c'est un trimestre pour 3 ans d'espérance de vie supplémentaire, mais c'est pas un bon signal. Vous étiez hier chez le Premier ministre, est-ce qu'il vous a rassuré sur la question de la fiscalité écolo? Est-ce que vous pensez que c'est pas un bon signal le report de la taxe poids lourd? Les deux, au 1er janvier. Les deux, monsieur. Est-ce que c'est compatible avec la pause fiscale du président de la République? les trois, on a parlé des trois. La taxe poids lourd, c'est un mauvais signal. Alors, il me dit, c'est uniquement reporté au 1er janvier. Je lui dis, le problème, c'est que c'est déjà reporté 3 fois. Le report de la taxe poids lourd est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. C'est une taxe qui n'est pas là pour pénaliser. C'est fait pour faire du report modal. C'est-à-dire que faire en sorte alors qu'on est très en retard, on fasse plus de transport par le fluvial, plus de transport par le fait ferroviaire. Et puis également, l'objectif de cette taxe, c'est d'abonder l'AFIT, l'Agence française d'investissement de transport, pour les transports collectifs. Mais en même temps, François Hollande a parlé de pause fiscale. Non, mais je crois que là, pour le coup, c'est un problème technique, et y compris un peu de l'administration, parce que personne ne veut mettre en place cette taxe. Je pense que le Premier ministre est embarrassé. Moi, je lui fais crédit, si j'ose dire, de ces 3 mois. Il m'a dit le 1er janvier. Là, pour le coup, évidemment, nous serons très attentifs le 1er janvier. Fiscalité écolo, il est sur la ligne de ce qu'il a dit à La Rochelle, c'est-à-dire la contribution climat-énergie, et donc dans d'ailleurs le rapport qui a été fait par M. de Pertuis. Il vous a confirmé la mise en place d'une contribution climat-énergie qui tout à la fois l'horizon 2014. A vocation à changer les modes de comportement, notamment de production et de consommation, pour faire attention aux émissions de gaz à effet de serre et justement lutter contre le dérèglement climatique, et évidemment
faire attention aussi au poids que cela pourrait avoir sur les ménages modestes. Moi-même, j'y suis extrêmement attentif, et aussi sur les territoires ruraux, parce que d'accord. Justement, Caroline avait une question sur... quand on est loin des transports collectifs, c'est compliqué de faire du report modal, par définition. Justement, Caroline avait une question. Vous parlez des ménages modestes. Est-ce que vous vous demandez, comme d'autres membres de la majorité l'ont déjà fait, est-ce que le gouvernement fasse un geste pour le pouvoir d'achat des plus modestes ? Oui, après, il faut que ça s'inscrive dans une vision globale, parce que ça veut dire quoi, un geste? Si c'est parce qu'on a une petite prévision de croissance qui a l'air supérieure à ce qu'on avait prévu, on se dit « Ah, on va faire moins », d'où la pause fiscale, que les 6 milliards de taxes ou d'impôts qui étaient prévus, alors que, par exemple, moi je râle depuis 1 an sur le financement du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt compétitivité emploi qui est quand même loin d'avoir démontré son efficacité, même les entreprises le disent. Le fait qu'on le finance par la TVA, ça avait provoqué effectivement un fort courroux de la part des écologistes. Concrètement, donc moi, par exemple, si j'avais une seule mesure à proposer, c'est de dire qu'on n'applique pas l'augmentation de la TVA au 1er janvier. Voilà, ça c'est une vraie mesure qui s'adresse à l'ensemble des ne pas appliquer l'augmentation de la Bien TVA au 1er sûr, janvier. bien Est-ce que sûr. par exemple, Parce que on parle... moi, si le problème d'un moment, il faut quand même avoir une cohérence. C'est-à-dire qu'on dit, je vais faire 6 milliards de taxes, dont la TVA. La TVA, vous le savez, c'est sur la consommation. C'est-à-dire que ça s'abat, quels que soient les revenus, sur celles et ceux qui consomment, et notamment pas des petites consommations, parce que sur la TVA intermédiaire, il y a le logement social, il y a la rénovation des bâtiments, il y a les transports collectifs. Et ça ne va pas du tout. Moi, je demande la baisse des taux de TVA intermédiaires vers les taux de TVA à 5,5, les mesures les plus sociales. Question précise, est-ce que le gouvernement s'apprête à revaloriser le chèque énergie, relancer l'idée du chèque énergie? Alors ça, c'est, je l'espère d'ailleurs, en lien avec la contribution Climat Énergie. Nous-mêmes, dans le débat avec Jean-Louis Borloo, le Grenelle, nous l'avions proposé, c'est-à-dire de compenser intégralement, mais c'est une proposition qu'on a mise sur la table dans les discussions. Hier encore Hier encore, et avec Bernard Cazeneuve, que je vois encore mardi prochain, c'est-à-dire la question de compenser la fameuse contribution Climat Énergie vers des chèques énergie ou des chèques consommation qui s'orienterait pour le coup vers une consommation protectrice de l'environnement et protectrice de la lutte contre le dérèglement climatique. Jean-Vincent Placé, Caroline a scruté Internet et la presse pour savoir ce qu'on dit de vous. Alors allez-y. La première question nous est C'est pas le bar, j'espère, parce que bon... Première question. Non. Donc c'est un internaute qui se présente comme un sympathisant de votre parti. Il se dit citoyen concerné par la guerre. Et donc il vous demande pourquoi vous ne demandez pas vous-même, comme l'a fait Jean-Louis Borloo, à convoquer une assemblée générale de l'ONU en session extraordinaire. Voilà, qu'est-ce que vous lui répondez? Mais nous l'avons fait par l'intermédiaire de notre groupe européen et de la voix de son président, Daniel Cohn-Bendit, que j'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Et nous pensons mais je suis content qu'on puisse compléter mon propos initial, nous pensons qu'il faut aller jusqu'au bout de l'ensemble des discussions avec nos partenaires, particulièrement l'ONU et l'Assemblée générale, parce que cela pourrait authentifier un vote qui, quelque part, donne une légitimité par rapport au probable refus et au probable veto russe. Et d'autre part, au niveau de l'ensemble des instances européennes, je pense bien sûr au Parlement européen, mais aussi au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, vous le savez, c'est une structure qui va au-delà des 28 de l'Union européenne, et d'essayer de consolider politiquement, et c'est vrai, je ne dis pas isolement, mais on voit bien qu'il y a une perplexité de nos partenaires. Cette perplexité, il faut la lever, il faut donc créer une dynamique politique, et ça me permet d'ailleurs de dire que je salue la fermeté et la détermination du président de la République depuis le début de la crise. Il y a un autre sujet dont on parle beaucoup, ce sont les municipales. Voilà, donc il y a un sondage qui est paru la semaine dernière. Un sondage est paru la semaine dernière dans le JDD sur les municipales à Paris. Il a été très commenté. Le candidat Europe Écologie Les Verts, Christophe Najdowski, fait seulement 5% des voix. Finalement, vous, qu'est-ce que vous avez à gagner, à vous lancer dans cette bataille qui paraît perdue d'avance? Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est que la politique, c'est d'ailleurs très intéressant comme débat. C'est un peu d'ailleurs le même sujet qu'on nous dit « Ah mais sur la Syrie, vous êtes très minoritaire, pourquoi vous portez cette thématique-là » Les sondages, je les écoute et j'y suis attentif et je ne vous dis pas que c'est n'importe quoi. Mais non, je ne joue pas au tiercé. C'est-à-dire qu'on a des idées et parfois elles sont même minoritaires, on les défend quand même. Et dans les scrutins, eh bien, on sait que parfois c'est pas facile parce qu'il y a le vote utile, parce qu'il y a les sortants qui ont souvent... Donc à Paris, les Verts porteront leur drapeau. Non, mais c'est même pas à Paris, les Verts porteront leur drapeau, c'est partout où nous sommes en situation de des listes au premier tour, il y a 2 tours, eh bien c'est bien légitime qu'il y ait une offre sur les idées écologistes que nous portons. Et nous, vous voyez, parfois on est sur des sujets même minoritaires. On fera un sondage en disant mais est-ce que vous êtes pour la fiscalité écolo? Je ne suis pas sûr que ça ferait lourd. Nous
pensons que c'est fondamental pour l'avenir de la planète. Donc on porte nos idées, c'est peut-être l'honneur de la vie politique. Une dernière interpellation, Caroline. Une dernière question. Dans le Nouvel Obs, on lit que vous déplorez la surreprésentation, je cite, des petits blancs au sein de votre propre parti. Pas la surreprésentation, faites bien attention aux mots utilisés. C'est ce qui est marqué en tout cas. La phrase a été très commentée sur Twitter. Vous, est-ce que vous vous sentez vraiment victime de racisme en politique? C'est une petite interpellation à mes camarades qui, notamment, n'investissent qu'assez peu des élus issus de la diversité. Nous sommes sur les élections municipales et je constate, et j'assume de le dire, qu'à chaque fois, dans les votes locaux, eh bien, qu'est-ce qui sort? C'est pareil d'ailleurs pour les femmes, quelque part. C'est hommes, blancs, souvent hauts fonctionnaires ou professions libérales ou CSP+, 50 ans. Voilà, c'est tout. Et c'est un vrai problème dans notre pays, parce que même dans un parti comme les Verts, eh bien, on a ces difficultés-là, et c'est pour ça qu'on a besoin de volontarisme sur le sujet. Merci Jean-Vincent Placé, on se retrouve donc la semaine prochaine sur le JDD.fr et Décideur TV.